Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Et c'est un homme d'État appartenant à l'histoire récente que Franck Ferrand a choisi de nous raconter aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Christiane Rimbaud a consacré une biographie à Raymond Barre, qui aurait 92 ans et nous a quittés il y a déjà 9 ans, le 25 août 2007. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai connu le personnage historique dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai même eu plusieurs occasions de m'entretenir en privé avec lui, mais je parlerai sous le contrôle d'un connaisseur de la Ve République, Guillaume Perrault, qui me fait l'amitié de nous rejoindre. Europe 1, au cœur de l'histoire. les grands portraits. Franck Ferrand. Raymond Barre, que tout le monde appelait dans son entourage professionnel le Premier ministre, était un monsieur bienveillant, à la politesse exquise. J'ai le souvenir d'une poignée de main un peu évanescente, d'une grande qualité d'écoute. Il tournait comme ça légèrement la tête pour vous écouter toujours. Un regard plus ferme, beaucoup plus ferme même que ce qu'on aurait pu croire, et une voix à la fois perchée, assourdie, rassurante, disait-on. Certains la trouvaient un peu condescendante. Il y a un côté grand bourgeois chez Raymond Barre, évidemment, voix qui a fait la joie d'une génération d'imitateurs. Cette biographie, donc, de Raymond Barre paraît chez Perrin et on y découvre ou redécouvre l'homme réel derrière l'homme d'État. Et d'abord, on apprend à connaître l'enfant et ça, c'est toujours très intéressant. Vous savez, je pense qu'on apprendrait beaucoup de l'enfance de nos hommes politiques d'une manière générale. Il était né le 12 avril 24 et il est né à La Réunion, dans la rue où habitait à l'époque la grande bourgeoisie, c'est-à-dire la rue de Paris, au numéro 35 de la rue de Paris, à Saint-Denis de la Réunion. Sa maison natale, c'était celle de son grand-père, le docteur Octave Desramont. Il faut imaginer une très belle villa dans le style colonial. Le père de Raymond Barre s'appelle René, c'est un négociant. Sa mère, Charlotte, est l'héritière de sucrier par sa mère. Et ses grands-parents maternels, le docteur Desramont et madame Desramont, sont là dans la maison. Faut donc, alors il y a tout le personnel qui va avec, bien entendu, chauffeur, jardinier, lingère, gouvernante, nounou, etc. Un milieu très cultivé, comme on pouvait l'être dans ces terres françaises du bout du monde, milieu ouvert à la littérature, à la musique classique. Vous savez que Raymond Barre était un passionné de musique classique. On le voyait d'ailleurs à chaque fois qu'il y avait un très grand concert à Paris, il était quasiment là au premier rang. Et il citait très volontiers les grands auteurs, ce qu'on lui reprochera pendant la campagne présidentielle de 1988, puisqu'il avait tendance à citer des gens que le public ne connaît pas forcément très bien, et tout ça donnait peut-être un côté parfois un petit peu... Ça pouvait lui donner l'air un peu pédant, alors qu'en fait, lui, c'était sa culture, c'était sa façon d'être et de penser, tout simplement. Et ça, c'est très intéressant, et c'est là que les biographies sont irremplaçables. Un drame, une rupture, une faille qui vient troubler cette enfance, la séparation de ses parents alors qu'il n'a que 4 ans. Il y a eu des histoires pas très claires. Son père a été pris dans une affaire frauduleuse, il était jugé, puis acquitté, certes, mais il n'en doit pas moins quitter l'île. Il ne le reverra jamais, vous imaginez, c'est une rupture, un arrachement en quelque sorte. Et Raymond va donc vivre plutôt au milieu de sa famille maternelle, disons-le. Alors il effectue, c'est vrai, une excellente scolarité. Il a un côté premier de la classe, avec toujours beaucoup de prix d'excellence, etc. Il faut vous dire qu'il a une grande ambition. Lui veut devenir ambassadeur. Et à 20 ans, puisque je vous ai dit qu'il était né en 1924, à 19-20 ans, on est en 43-44, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, bien entendu. Donc il est appelé, c'est évident. Il va faire son instruction à la batterie de la Pointe des Galets, puis à Madagascar, on reste dans l'océan Indien, et c'est à Madagascar que se forme la première brigade française d'Extrême-Orient qui doit participer à la guerre contre le Japon. Sauf que, quand vous commencez votre instruction en 44, vous voyez ce qui va se passer, évidemment. Il attend le bateau qui doit le conduire en Indochine pour aller combattre les Japonais. Puis finalement, le bateau en question n'arrive jamais. Il va être démobilisé et il a 22 ans quand il quitte la Réunion pour la France
à fond de cale d'ailleurs, dans un navire, il fait une traversée mémorable et épouvantable, et il arrive en France en février 46. C'est pas la première fois qu'il vient je dis en France, pardon, et je m'excuse tout de suite auprès de nos auditeurs de La Réunion, bien sûr, en métropole, devrais-je dire. C'est pas la première fois qu'il vient en métropole, puisqu'il y avait déjà passé près d'1 an avec sa famille quand il avait 10 ans. Donc, on est début 46, vous imaginez ce que c'est que Paris au début de 1946. Raymond Barre est à l'école des sciences politiques, ce qu'on appelle déjà Sciences Po, et c'est là qu'il va découvrir l'économie, cette espèce de discipline. Encore une fois, lui se destinait plutôt à la diplomatie, et il est passionné par les rouages, c'est le grand, c'est 46, c'est la grande époque de l'économie politique, c'est l'époque où il y a tous les grands théoriciens. Raymond Barre se passionne notamment pour les théories de John Maynard Keynes, vous savez, le fondateur du keynésianisme, qui est très très en vogue à cette époque, et il va se spécialiser là-dedans, et à 26 ans, il sera reçu second à l'agrégation de sciences économiques de la faculté de Paris. Le voilà donc professeur d'économie à Caen, mais du fait d'un échange avec un camarade d'agrégation, il part pour Tunis. À cette époque, Tunis est encore française, plus pour longtemps. Il va enseigner à l'Institut des hautes études. Vous n'êtes pas ici pour apprendre, répète-t-il constamment à ses élèves, mais pour acquérir une méthode. Je dirais que la méthode, c'est peut-être le mot qui finalement résume le mieux l'apport, la personnalité, la façon d'envisager les choses qui sont celles de Raymond Barre. Alors il vit une vie tout à fait paisible à l'époque à Tunis. C'est là d'ailleurs qu'il va rencontrer sa future épouse, Ève Catherine Egedjus, qui est une belle Hongroise blonde. Elle est très cultivée, elle est polyglotte, et d'ailleurs il semblerait, et Raymond Barre approuvait quand on lui racontait cette histoire, que la première question qu'il ait posée à son épouse, à Ève, c'est « Connaissez-vous Bartók ?» Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Europe au cœur de l'histoire, 1, les grands portraits. 14h, 15h, Franck Ferrand. Et on vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Raymond Barre et sa carrière fulgurante. Oui, vous allez me dire, et la politique dans tout ça, parce que pour l'instant, on parle d'économie, de professorat, de La Réunion, de Tunis, enfin bon. Et la politique, elle vient quand même assez tôt, parce que Raymond Barre est un fervent gaulliste à l'époque. C'est intéressant de dire ça, puisque vous savez qu'en tant que Premier ministre, il aura fort à faire avec les gaullistes précisément, mais lui se considère, il est né dans ce giron-là, si je puis dire. Il est convaincu, parce que évidemment on parle beaucoup de ça dans le milieu professoral à l'époque, et parmi ses collègues on dit « mais attention, De Gaulle va revenir à la faveur des événements d'Algérie, et De Gaulle va instaurer une dictature ». Il dit « non, De Gaulle ne sera jamais un dictateur, c'est même lui qui nous sauvera ». Et arrive donc le général de Gaulle à la faveur de la crise du 13 mai 1958. Or, le 24 décembre 58, donc la veille de Noël, en fin de matinée, Raymond Barre reçoit un coup de téléphone, et au bout du fil, il y a Jean-Marcel, je dis bien Jean-Marcel Jeanneney, qui est un des membres du jury devant lequel il a passé son agrégation d'économie quelques années plus tôt, qui a gardé beaucoup d'estime pour lui et qui veut le voir le plus rapidement possible. Et un peu plus tard, dans cette veille de Noël, les deux hommes se rencontrent donc. Michel Debré vient de nommer Jean-Marcel Jeanneney ministre de l'Industrie, et ce dernier s'est demandé qui il pourrait trouver comme directeur de cabinet, et il a pensé à Raymond Barre, qu'il avait trouvé tellement brillant, tellement sûr, tellement stable. Ce jeune professeur d'économie acceptera-t-il de connaître ce qu'on appelle la vie de cabinet? Vous savez que c'est très très dur de devenir directeur de cabinet d'un ministre, surtout le ministre de l'Industrie, dans une pleine période de reconstruction. On est en 58, n'oubliez pas, il y a encore le plan et tout ça. Et Raymond Barre accepte, à condition de pouvoir conserver son cours d'économie à Caen. Et il découvre donc le monde politique à cette époque à 34 ans. On ne peut pas dire que ce soit le grand amour entre Raymond Barre et le monde politique. Tout ce qui concerne la vie politique, vous savez, les arrangements partisans, enfin, etc., ce qui fait le quotidien quand même de la vie d'un cabinet, ça, il a vraiment du mal. J'ai découvert, dit-il, avec Jeanneney, j'ai vu de l'intérieur le fonctionnement de l'État, mais j'ai aussi appris le sens de l'État. Ça l'intéresse, cette idée de service, alors là, je peux vous dire que c'était même quasiment une obsession chez lui, ce sens de l'État. Si la 5e République continue, lui dit un jour Jean-Marcel Jeanneney, vous serez ministre.
En 62, Jeanneney quitte le ministère, il devient ambassadeur à Alger, qui est la toute nouvelle capitale du tout nouvel État indépendant algérien, bien sûr. Raymond Barre, à ce moment-là, en profite pour revenir à ses chères études. Il redevient professeur. Il est élu à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris. Et là, dans ce cadre-là, il va effectuer un certain nombre de missions, notamment, il est chargé d'examiner la situation des finances publiques algériennes. Ensuite, il est membre du comité chargé d'étudier le financement des investissements en France. Vous voyez qu'il s'intéresse quand même à ce qu'on appelle la macroéconomie, l'économie publique. Et on va dire que c'est la façon dont lui envisage son rôle, d'une certaine manière, mettre les connaissances théoriques qu'il a, mettre toute la panoplie de profs d'économie, si je puis dire, au service de l'analyse et de ce qu'on pourrait appeler l'audit, en quelque sorte, d'un certain nombre de politiques publiques. En juillet 67, le général de Gaulle le reçoit dans son bureau à l'Élysée pendant 35 minutes. Vous allez me dire, mais que se passe-t-il ? Eh bien, il reçoit Raymond Barre pour lui proposer le poste de vice-président de la Commission des communautés européennes à Bruxelles. Il sera chargé des affaires économiques et monétaires. Autant vous dire que c'est un poste extrêmement important, un poste clé absolument. Et ça, c'est l'officialisation de l'engagement de Raymond Barre au service de l'Europe. En bon gaulliste qu'il était, l'Europe au départ n'était pas bien sûr sa priorité. Et ça fait déjà longtemps qu'il est conscient de l'utilité de cette Union européenne qui, alors à l'époque c'est pas l'Union, on appelle ça les communautés européennes. Il y a que 6 pays dans un premier temps, bien entendu, mais il est conscient de l'utilité d'unir les économies de ces 6 pays. C'est un poste très risqué parce qu'il faut savoir que le général de Gaulle, lui, n'a aucun respect pour tout ça. Il prône, vous le savez, une Europe des États qui doivent conserver le plus possible leur souveraineté. C'est un énorme paradoxe que de représenter la France au sein d'une commission avec des responsabilités phénoménales en termes d'économie et de monnaie, et en même temps avec un chef de l'État qui vous soutient du bout des lèvres. Et puis il y a beaucoup de dossiers, il y a le risque de la dévaluation du franc à l'époque dont on parle beaucoup, la question de l'adhésion ou non de la Grande-Bretagne à la communauté européenne, bref. Raymond Barre va se montrer très favorable à la réconciliation franco-allemande et au renforcement de la solidarité monétaire entre les pays européens. Et on peut dire que pendant toute sa carrière, lui qui par ailleurs était tellement patriote, un peu raide même sur pas mal de sujets comme ça, est resté un économiste convaincu avec ce grand intérêt qui est celui de sa génération. N'oubliez pas qu'il est né en 1924, que sans y participer pour les raisons que je vous ai dites, il a vu, si je puis dire, la guerre, il l'a connue et il a fait partie de cette génération qui ne voulait plus du tout de guerre entre les États d'Europe et qui voyait dans l'avènement d'une Europe unie une sorte de solution finalement. Il écrira plus tard avoir consacré presque le quart de son temps à l'époque où il était à Matignon aux affaires communautaires qui ne sont plus aujourd'hui seulement des affaires extérieures à la France mais des affaires intérieures à la France. Vous voyez à quel point il était convaincu d'une forme nécessaire quasiment d'intégration, pour ne pas dire même de fédéralisme. On va y revenir tout à l'heure, évidemment, avec Guillaume Perrault, c'est une des grandes questions qui se posent. Je n'aurais jamais rempli convenablement mes fonctions de Premier ministre s'il n'y avait pas eu l'expérience de Bruxelles, dira-t-il plus tard à Henri Amouroux. C'est vrai que ça lui a donné un certain recul sur la France. Notre grand défaut, disait-il dans une conférence, c'est notre vanité de petit coq. Nous sommes tellement vaniteux que chaque fois que nous faisons quelque chose, nous éprouvons le besoin d'ajouter à la française. À Bruxelles, j'ai vu que nous n'étions pas le centre du monde et que notre orgueil national, lorsqu'il n'était pas légitimé, nous faisait le plus grand tort. Voyez donc un peu le point de vue de Raymond Barre sur ce genre de questions. Alors, il est donc devenu ce qu'on appelle un haut fonctionnaire européen à une époque où le moins qu'on puisse dire est que la fonction est très confortable. Donc, il passe une partie de son temps à Bruxelles et puis quand il rentre à Paris, ou plus exactement à Neuilly, il retrouve sa famille dans un grand appartement qui donne sur un jardin à Neuilly. On est vraiment là dans les milieux très, très privilégiés de la France de l'époque. Il continue à donner ses cours d'économie, qui lui donnent d'ailleurs une grande fierté. Vous savez, au moment du débat avec François Mitterrand, le célèbre débat de mai 1977, il dit « Sur 27 ans de vie professionnelle, j'ai enseigné 21 ans. » Et il en est très fier, car à ses yeux et avant tout, il reste un professeur. Alors, les années passent, Raymond Barre est revenu en France, il a été chargé d'une réforme sur le second cycle, puis d'une réforme du logement. Là, à ce moment-là, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est président de la République. Et dans la soirée du 11 janvier 1976, il faut vous dire qu'il est grand amateur de cinéma, Raymond Barre, il regarde beaucoup de films. Et là, TF1, ce soir-là, diffuse un western avec Kirk Douglas qui s'appelle « Les héros de Télémark ». Il est 22h, le téléphone sonne.
Et au bout du fil, c'est le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, qui propose à Raymond Barre de devenir ministre du Commerce extérieur. Ah, c'est un peu inattendu, évidemment. Alors, vous savez, Raymond Barre n'est pas du genre à sauter au plafond. Il demande un délai de réflexion et Chirac lui dit « Il me faut votre réponse avant demain matin, 8 heures. » Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire, les grands portraits. Franck Ferrand. Professeur réputé et économiste reconnu, Franck Ferrand, vous nous parlez aujourd'hui du grand homme politique français, Raymond Barre. Alors Raymond Barre a 52 ans à cette époque déjà, donc vous voyez qu'il a fait une grande partie, on peut dire que l'essentiel de sa carrière peut paraître derrière lui à l'époque. Or, le Premier ministre Jacques Chirac lui téléphone donc et lui propose un poste de ministre du Commerce extérieur. Il fait partie des 11 nouveaux entrants au gouvernement en ce mois de janvier 1976. Il faut vous dire que ça ne va déjà plus entre le président Giscard d'Estaing et son Premier ministre Chirac. Le président lui-même a perdu l'extrême bienveillance dont il faisait l'objet de la part du peuple. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment cet état de grâce de Giscard dans les années 74-75. Mais là, début 76, tout commence à aller un peu moins bien, la majorité a perdu des élections partielles, la situation économique devient très difficile, il y a une inflation qui devient complètement galopante, le nombre de chômeurs dépasse le nombre du million. Alors aujourd'hui, on soupire quand on entend ça, vous imaginez 1 million de chômeurs, mais à l'époque ça paraissait incroyable. Vous savez, on disait les Français ne supporteront pas 1 million de chômeurs. Et voilà. Donc Raymond Barre va devenir ministre parce qu'il a dit oui à Jacques Chirac, évidemment. Alors il étudie un certain nombre de dossiers, s'entoure d'une équipe qui est composée justement de gens qui ne sont pas tous issus du monde politique, loin de là, et très vite la presse va le remarquer. Voilà ce qu'on lit dans le journal Le Monde. Dès le premier abord, M. Barre donne une impression de solidité, de confiance tranquille, il rassure, ce qui n'est pas une mince vertu dans ces temps agités. Il a au moins le verbe clair, ce qui est fort appréciable dans ce monde compliqué. Et c'est vrai que Raymond Barre parle, vous savez, avec des phrases extrêmement précises. Il donne des conférences de presse un peu comme un professeur donnerait des cours, en fait, cette idée-là. On est en pleine rupture entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Et pendant le fameux week-end de la Pentecôte 76, vous savez, au fort de Brégançon, où les Chirac sont reçus par les Giscard d'Estaing, eh bien, ça se passe mal, disons les choses. Raymond Barre sait très bien qu'il y a du changement dans l'air. Et au retour d'un voyage aux États-Unis, le président en personne lui a dit « À la rentrée, il y aura un remaniement de gouvernement, vous y resterez, mais vous changerez de poste. » Bon. Donc Raymond Barre est serein, il sera toujours dans le gouvernement. Il prévoit de passer comme chaque année ses vacances à Venise, c'est ce qu'il fait depuis son mariage avec Ève. Il sera de retour pour le Conseil des ministres du 25 août. Et là, le président lui dit « Il vaudrait mieux que vous rentriez 2 ou 3 jours plus tôt. » Ah bon ? Mais oui, les choses se précisent. Alors, l'été 76, c'est l'été de la canicule, vous savez, avec cette sécheresse qui touche la France de plein fouet. Et la presse ne parle que du futur Premier ministre. Est-ce que ça va être Jean-Pierre Fourcade ? Est-ce que ça va être Alain Peyrefitte ou Jacques Chaban-Delmas, etc. Raymond Barre rentre en France. Le lendemain, il déjeune avec Valéry Giscard d'Estaing et le président lui dit « Je voulais vous annoncer que je vais vous nommer Premier ministre. » Voilà, surprise complète. Mais comment voulez-vous me nommer Premier ministre ? Je suis ministre du Commerce extérieur. Je ne connais pas les grands dossiers. Oui, c'est possible, mais moi je vous ai observé, lui dit Giscard. Je ne suis pas un homme politique. Comment irais-je affronter l'Assemblée ? Eh bien, vous ferez un bon discours et puis vous les tiendrez, dit le président Giscard d'Estaing. Alors, bien sûr, il faut que ça reste totalement secret. Le 25 août, c'est le premier Conseil des ministres de la rentrée à l'Élysée. C'est le moment où le Premier ministre Jacques Chirac va présenter sa démission. Et à 18h15, Raymond Barre est officiellement Premier ministre. Ça va être un défi incroyable qui va amener au premier plan Barre. Les prix ont quand même monté de 25%. Depuis l'élection de 74, le déficit budgétaire s'est élevé à 38 milliards pour l'année 75. Le franc est dévalué. Il y a donc ce million de chômeurs. Bref, une situation compliquée. La nomination de Raymond Barre intervient dans ce qu'on appelle un contexte difficile, et d'autant plus difficile que politiquement, les gaullistes ne sont plus directement derrière le président de la République, et que l'opinion publique, elle, ignore tout de ce nouveau Premier ministre. Il y a un sondage qui est fait à l'époque. 53% des Français
quand on leur demande « Que pensez-vous de Raymond Barre ?», se déclarent sans opinion. 53, vous imaginez. Eh bien, le président Giscard d'Estaing, lui, est rassuré. Il me semble être l'homme public le plus apte à résoudre le problème le plus important pour la France à l'heure actuelle, celui de la lutte contre l'inflation, dit-il. Monsieur Barre est sans doute le meilleur économiste français. Eh bien, la voilà l'origine de cette réputation. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Europe au cœur de l'histoire, 1. Les grands portraits. 14h, 15h, Franck Ferrand. Raymond Barre était un grand économiste français, il est notre grand portrait aujourd'hui. Vous recevez d'ailleurs Franck Ferrand, le grand reporter au Figaro et maître de conférence à Sciences Po, Guillaume Perrault, auteur notamment avec Arnaud Folk des Présidents de la République pour les nuls, paru aux éditions First. Bonjour, donc Guillaume Perrault. Nous avons vu que cette nomination est intervenue presque comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Est-ce que Raymond Barre lui-même s'attendait à être nommé Premier ministre ? Je ne crois pas. Ce n'était pas le premier choix de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait d'abord proposé Matignon à Alain Peyrefitte, qui était un baron du gaullisme et qui avait été le confident du général de Gaulle dans les années 60. Mais Alain Peyrefitte s'était récusé, estimant que Jacques Chirac avait pris le contrôle de l'UNR, c'était le nom du parti gaulliste à l'époque, et que lui, Peyrefitte, ne pourrait pas imposer son autorité à l'égard des députés gaullistes et qu'il valait mieux quelqu'un d'extérieur au milieu politique, qui ait une autorité intellectuelle, mais qui soit en quelque sorte une figure de la société civile. C'est d'ailleurs la nomination, la promotion de Raymond Barre, c'est un peu l'avènement de la société civile, de l'expert aussi, de l'homme qui tient sa légitimité. Pour ne pas dire, certains diraient le technocrate, disons les choses. Absolument, puisqu'il a été, vous l'avez évoqué, directeur de cabinet de Jeannet, puis vice-président des communautés européennes à partir de 67. Mais c'est ce profil universitaire qui plaisait à Giscard, qu'il avait, c'est vrai, soigneusement observé. Il avait pratiqué d'abord à titre professionnel quand il était ministre des Finances sous Georges Pompidou, et ensuite tous les ministres ont évoqué combien, lorsque Barre prenait la parole en Conseil des ministres pendant les quelques mois où il a été en charge du commerce extérieur, Giscard était extrêmement concentré parce qu'il appréciait la qualité intellectuelle et la tenue des communications de Raymond Barre sur les sujets dont il avait la charge. Oui, c'est très intéressant parce que nous avons reçu le président Giscard d'Estaing dans ce studio pour évoquer le 40e anniversaire de son élection, et il avait raconté à l'époque qu'il étudiait les gens, qu'il les observait, qu'il les écoutait beaucoup, etc. Et il avait comme ça une sorte de radar en alerte sur la qualité des gens d'une certaine manière. Bon. Donc ça a été le cas avec Raymond Barre, dont il avait pu apprécier, nous dites-vous, tout simplement le style un peu professoral quand même. C'est Henri Amouroux qui nous dit « Avec l'éthique et les manies du professeur, le goût pour l'imparfait du subjonctif, l'index dressé pour attirer l'attention, la démonstration péremptoire pour la retenir, la propension à considérer tout auditoire comme un groupe d'étudiants, sages par définition, car il n'est pas d'humeur à accepter la contestation. » Il y avait un petit peu côté prof Barre. D'ailleurs, c'est ce que vont dire très vite les opposants. C'était tout à fait le professeur Barre avec les bons et les mauvais côtés. Le bon côté, c'est qu'il était indifférent à la popularité. Donc, il conduisait à la politique qu'il estimait nécessaire pour la France, et si sa cote de popularité sombrait, ça le laissait de marbre, ça le laissait indifférent. Je dirais même que ça lui faisait plaisir. Mais oui, mais parce qu'à la limite, il n'était pas un homme politique quand même, il faut dire les choses comme elles sont. Il n'avait jamais été élu, pas de mandat électif, rien. Ah, absolument, même pas un modeste mandat de conseiller municipal, rien de rien. Et donc, il n'avait pas du tout le souci de séduire l'interlocuteur, pas du tout. Il faisait un cours, et c'est vrai qu'il avait tendance à considérer tout interlocuteur comme une sorte d'élève. Ça a très mal commencé à l'Assemblée nationale d'ailleurs, parce que les députés, en particulier gaullistes, qui vont devenir les députés RPR quelques mois après, en décembre 76, ont eu l'impression d'être considérés comme des élèves médiocres, qui n'avaient pas la moyenne en économie, et que le professeur Barre les regardait un peu de haut. Quand il a des chefs d'entreprise en face de lui, il leur fait un peu la leçon. Il leur dit, vous devriez faire des efforts de compétitivité. Vous êtes trop paresseux. Ils ressortent parfois vexés de son bureau en disant, mais enfin, quel est ce monsieur qui n'a jamais dirigé une PME de sa vie et qui nous donne des leçons. C'était un des problèmes. Parfois, il a des mots un peu malheureux. Un jour, une anecdote célèbre, il y a une manifestation de chômeurs et en évoquant cette manifestation, il dit, il faut que les chômeurs créent leur entreprise. Il n'avait pas tort sur le fond, le conseil n'était pas mauvais, mais il y a la manière de dire les choses et il y a aussi le contexte. Il n'avait aucune souplesse de ce point de vue-là, il avait une certaine raideur, mais tout ça au service d'un sentiment de dévouement à la chose publique tout à fait réel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, le contexte a totalement changé.
Ce qu'incarne Raymond Barre en 1976, c'est à peu près tout ce dont la France d'aujourd'hui est revenue, si je puis dire. Alors évidemment, la communauté européenne, enfin maintenant on dit l'Union européenne, mais je pense qu'on peut dire que les Français en reviennent largement. Bien sûr, les questions économiques et financières qui aujourd'hui sortent par les yeux de tout le monde. Et à l'époque, c'est la primauté de l'économie, vraiment. Et vous en parlez, cette expertise un peu technocratique à laquelle on croit totalement à l'époque et dont on a fini par revenir aussi. Donc c'est presque un miracle si la figure de Raymond Barre demeure, sinon populaire, du moins respectée, parce qu'il incarne finalement tout ce qu'on est en train de brûler en ce moment. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord le fait que plusieurs générations d'étudiants ont transpiré sur son manuel d'économie à Sciences Po. Oui. Son manuel d'économie politique était encore une référence lorsque j'étais moi-même étudiant dans les années 90 à Sciences Po. Il est resté professeur à Sciences Po très longtemps, une figure de la maison. Bon, ça, c'est un aspect. Par ailleurs, son bilan en 80, il y a des aspects très positifs. Le point noir, évidemment, c'est le chômage, qui a continué à croître, qui avait atteint 1 million de demandeurs d'emploi de catégorie A en métropole en 77. On est passé à 1 700 000 en mai 81. Donc la courbe continue à monter. En revanche, les comptes publics sont maîtrisés, la dette est diminuée. Et là, il y a un effort remarquable parce que la dette publique en mai 81, au moment de l'alternance, ne représente que l'équivalent de 20% de la richesse nationale. Aujourd'hui, ça représente 95% de la richesse nationale, la dette de l'État en France. Donc les comptes sont au cordeau. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première fois qu'un homme d'État vient expliquer aux Français qu'il faut travailler pour lutter contre la dette, contre les déficits, contre l'inflation, puisque jusqu'alors, on n'avait pas eu ces problèmes. On était dans ce qu'on avait appelé les 30 glorieuses. La crise, elle est toute récente à l'époque. Au moment de la nomination de Raymond Barre, on est entre les deux chocs pétroliers, entre celui de 73 et celui de 79, qui va venir aggraver encore un peu les choses. Donc c'est la découverte par les Français de ce que c'est que la crise en même temps. Hein. Au début, entre 74 et 76, il y a une grande hésitation dans les commentaires, les analyses. Il y a l'espoir que ça soit juste un trou d'air conjoncturel et que les 30 glorieuses reprennent. Et puis on s'est rendu compte au bout d'un moment que non, c'était parti pour durer. Et Raymond Barre va avoir une phrase qu'il va répéter sans arrêt, c'est « La France vit au-dessus de ses moyens ». Oui, voilà, c'était son obsession. Il disait ça sans arrêt. Et il a pris un certain nombre de mesures pour libéraliser l'économie française, avec des choses qui nous paraissent aller de soi. Mais un exemple tout simple, le prix de la baguette. La baguette de pain était réglementée. Oui, voilà. C'était fixé par l'État. Le boulanger n'était pas libre de fixer librement le prix du croissant en France. Jusqu'en 78. Il y a un film très connu, Flic ou voyou, avec Jean-Paul Belmondo, Marie Laforêt et Galabru en 79. Les dialogues sont de Michel Audiard. Il fait allusion à cette réforme. Et on voit Galabru en train de s'empiffrer avec des croissants. Et il dit, enfin, tu te rends compte, Camille, maintenant, la liberté des prix pour la boulangerie, qu'est-ce que ça va donner? On en est à 1,30 franc pour un croissant. Il trouve ça scandaleux. Il trouve que c'est très élevé. Hein. C'est le maximum de ce que les Français peuvent tolérer à l'époque. Ça a été donc une sorte de, quelque part, de modernisation. Il a fallu moderniser le pays. Oui, il y avait cette dimension. Mais en même temps, il y a une grande prudence. Ce n'est pas Margaret Thatcher. Il n'est pas du tout... Qui exerce exactement à partir de 79. Elle arrive en 79 et Raymond Barre a l'exemple de quelqu'un qui mène une thérapie beaucoup plus brutale. De choc. Mais il faut dire que l'Angleterre venait de beaucoup plus loin. Absolument. Mais il y a aussi peut-être une différence dans le rôle de la conception de l'État. Elle-même vient du privé. Ses parents étaient épiciers, Margaret Thatcher. Raymond Barre, c'est pas du tout le profil. C'est donc un universitaire, grand commis de l'État, attaché au rôle de l'État. Et on a des paradoxes. C'est-à-dire que les impôts et les cotisations sociales augmentent sous Raymond Barre. Ils augmentent sous le septennat de Giscard de façon très forte. On est passé de mémoire de 37 à 43%. Donc c'est pas du tout de l'ultralibéralisme. C'est pas du tout de l'ultralibéralisme. Par ailleurs, quand un Français est licencié pour raison économique à cette époque-là, il touche 90% de son salaire. 90% de son salaire pendant 1 an. Aujourd'hui, quelqu'un qui est licencié ne peut pas prétendre à un taux de remplacement aussi élevé. De la même manière, les bas salaires augmentent 2 fois plus vite que la moyenne des rémunérations, de façon tout à fait volontaire et consciente. C'est une volonté du gouvernement. Donc il faut nuancer la politique menée. Ce que vous êtes en train de nous dire, et c'est quand même assez étonnant, c'est que cet homme qui est un apôtre du libéralisme, qui va libéraliser l'économie, vous nous l'avez dit, qui va la libérer sur un certain plan, qui est professeur d'économie, etc.,
n'en est pas moins un social et quelqu'un qui est quand même nettement plus, alors on dirait aujourd'hui au centre ou à gauche, si l'on veut, qu'une grande partie de ses confrères de l'époque, en fait. Oui, et d'ailleurs, une partie de la droite de l'époque, de l'électorat de droite, va le lui reprocher. Oui, bien sûr. Va le reprocher à Giscard, et une partie de l'électorat traditionnel, je pense aux professions libérales, aux travailleurs indépendants, feront défaut à Giscard au deuxième tour de la présidentielle, où les reports de voix de Chirac sur Giscard seront très mauvais. Alors on va voir ce qu'il en advient justement de cette élection de 1981 et de la suite pour Raymond Barre. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Universitaire et économiste, Raymond Barre est notre grand portrait d'aujourd'hui. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro et maître de conférence à Sciences Po. Alors, sa méthode de gouvernement lui a été beaucoup reprochée. Il manquait quand même de souplesse, il faut le dire. Il intervenait personnellement, de même que le président Giscard d'Estaing intervenait personnellement et de façon très approfondie dans les affaires de défense, d'affaires étrangères, etc. Lui, pour ce qui est de l'économique et du social, était vraiment les mains dans le cambouis, comme on dit. Oui, initialement, en 1976, il avait lui-même conservé en propre le ministère des Finances. C'est ça. Donc il cumulait les fonctions de Premier ministre et de ministre des Finances, ce qui est un cas rarissime. Sous la Ve République, ça se faisait sous la Troisième République, sûr, oui. mais sous la Ve République, c'était à ma connaissance sans C'est précédent. quasiment unique, oui. Cela dit, il avait posé une seule condition à Valéry Giscard d'Estaing au moment d'accepter sa nomination à Matignon, c'était d'exercer ses fonctions de Premier ministre dans la plénitude de ses attributions. C'était son expression. Donc il n'entendait pas être un Premier ministre réduit au rôle de directeur de cabinet du président de la République, ce qui peut arriver. Oui, surtout avec une personnalité comme Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Voilà. Mais il a toujours dit que Giscard lui avait donné une grande latitude et lui avait fait une totale confiance sur les sujets économiques. Il y a une harmonie pendant ces 5 années, il y a une harmonie entre le président et le Premier ministre, ça c'est incontestable. En revanche, il y a beaucoup moins d'harmonie entre le Premier ministre et la majorité à l'Assemblée. Le paradoxe, c'est que le groupe de la majorité de l'époque, le plus solide, le plus discipliné, le plus nombreux, c'est celui du RPR, avec lequel Raymond Barre va croiser le fer et qui considère quasiment comme des gens dans l'opposition à son égard. De sorte que il a utilisé sans arrêt le 49.3 pour faire passer son budget et il était face à des critiques du RPR qui n'étaient pas toujours empreintes d'une grande cohérence doctrinale. Il faut bien le dire parce que par exemple, aussi étonnant que cela paraisse avec le recul, il y a certains députés gaullistes qui exigeaient un impôt sur le capital, une espèce d'ISF. C'était une idée que certains au RPR même défendaient pendant ces années-là, aussi curieux que cela puisse paraître avec le recul. Donc, il s'est en quelque sorte battu sur deux fronts. Face au PS et au PC, on est dans la grande époque de la dynamique de l'union de la gauche. Et on parlait de ce grand débat qui a marqué sa carrière face à François Mitterrand, parce qu'on a bien compris que ce n'est pas un homme politique professionnel. Et là, il se retrouve face au plus professionnel de tous les hommes politiques qui, lui, avait une carrière gigantesque déjà à l'époque, François Mitterrand. Or, contre toute attente, car les journalistes étaient convaincus que Raymond Barre allait se faire écraser par Mitterrand, c'est un peu l'inverse qui se passe. En tout cas, il sort tout à fait avec les honneurs de ce débat. Oui, parce que Barre le coince sur son programme économique pour lutter contre le chômage, et sans forcer le clou, il montre ce qui est, aux yeux de Raymond Barre, l'irréalisme de certaines propositions de Mitterrand. Et on sent Mitterrand mal à l'aise quand on lit le script de leurs échanges. Il a lui-même, on sent qu'il essaie de l'amadouer, il essaie de le séduire, il essaie de modérer les coups portés à Raymond Barre pour qu'en contrepartie, Barre devienne plus aimable à son endroit. Enfin, il y a tous les trucs du rhéteur qui était François Mitterrand qu'il utilise au cours de ce débat pour s'en tirer avec les honneurs. Mais les commentaires étaient assez mitigés, assez partagés. Après, ça n'a pas été une victoire éclatante de Barre, il n'a pas écrasé Mitterrand, mais il s'en est sorti en effet bien de l'avis de la majorité des commentateurs, et puis il a joué ensuite un rôle lors des campagnes qu'on a eues électorales chaque année en France, parce qu'il y a eu des cantonales en 77, des législatives en 78, Gagné par la majorité, gagné par le RPR et l'UDF contre le pronostic de beaucoup. Les reports de voix entre le RPR et l'UDF se sont révélés excellents. Il y avait un taux de participation de plus de 85% aux législatives à ce moment-là, en 78 au deuxième tour. Aujourd'hui, on est à 50% à peu près des Français qui vont se déplacer aux législatives. Et on était à 85%. C'est vous dire l'esprit, vraiment la ferveur, la passion politique. Ah oui, c'était la grande époque de Georges Marchais, tout ça. Faut pas l'oublier. Georges Marchais, l'union de la gauche qui venait d'être rompue à l'initiative des communistes en 77.
67. Il y a les européennes en 79 avec l'appel de Cochin de Chirac qui est lancé et qui est comme un défi à la politique européenne de Giscard. Et à chaque fois, Barre s'implique dans les campagnes, pas en 81, parce qu'il va être mis de côté, il va en concevoir d'ailleurs de l'amertume. Les choses, et on s'en rend compte avec un certain nombre de messages qui nous sont arrivés, il était quand même devenu très impopulaire en 1981, Raymond Barre. Il incarnait en quelque sorte les critiques d'une partie importante de l'opinion quand même. Oui, et puis, il paraissait, des deux côtés. Disons qu'il paraissait un peu condescendant, c'est vrai. Certains le trouvaient prétentieux, disons les choses clairement. Et donc ça lui a beaucoup nui. Il n'a rien fait à aucun moment de sa vie. Il n'a fait quelque chose pour désarmer cette critique-là. Il est resté fidèle à lui-même. D'un bout à l'autre de sa vie publique. Il faut aussi ajouter qu'il y a eu l'affaire de Copernic. Et oui, la rue Copernic. C'est à l'automne 1980. Un attentat dévaste la synagogue de la rue Copernic, dans le 16e arrondissement. Et à ce moment-là, Raymond Barre, qui sort d'un avion, il est minuit et demi, il est fatigué, il a un mot extrêmement malheureux et équivoque, où il a une phrase, je cite de mémoire... Cet attentat odieux, dit-il, voulait frapper des Israélites qui se rendaient à la synagogue, et il a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Voilà, c'était d'une rare maladresse. Oui. Néanmoins, il a, quelques jours plus tard, lui-même eu des mots sans aucune équivoque à l'Assemblée nationale. Il y a eu un début de polémique et Raymond Aron a pris la plume pour le défendre dans les colonnes de l'Express. Il faut voir, ils étaient proches. Il faut voir aussi que c'était dans une ambiance rendue électrique par la proximité de la campagne présidentielle de 81 et une partie de la presse de l'époque attribuait la responsabilité de cet attentat à des groupes néofascistes fantomatiques qui n'existaient pas, mais dont ils pensaient, ces journalistes-là pensaient qu'ils existaient, parce que par analogie avec la situation que l'Italie vivait à la même époque, où en effet il y avait un terrorisme néofasciste, et ça a été très loin, puisque on a entendu dans les rues de Paris des manifestants crier « Giscard, Barre, complice des assassins ». Oui. Et en définitive, l'enquête établira que c'était un groupe, semble-t-il, un groupe terroriste venu du Proche-Orient et ça n'avait rien à voir, c'était pas du tout un terrorisme d'origine interne. Cette déclaration a été imputée à tort à Raymond Barre, bien entendu. Il faut dire que, comme vous le dites, elle est maladroite, incontestablement. Ah oui, il est raide et un trait de son caractère, c'est que cet homme n'a jamais reconnu avoir fait une erreur. Et voilà. Ça, jamais. C'est-à-dire qu'on est très loin de l'habitude actuelle qui consiste à venir s'excuser devant les micros dès qu'on fait un faux pas. À l'époque, on s'excusait peu, et lui particulièrement peu. Alors, on a envie de dire comment, dans ces conditions, après la défaite de Valéry Giscard d'Estaing aux élections de 1981, Raymond Barre n'étant pas un homme politique, on l'a bien compris, c'est un homme de la société civile qui a exercé, c'est un cas quasiment unique, on peut même dire unique dans la Ve République, qui a exercé les fonctions de Premier ministre. Comment expliquer à partir de là que sa carrière ne s'arrête pas en 1981 et qu'à partir de 83, 84, il devienne très populaire? Est-ce que le Bébé Show n'a pas joué un rôle finalement? Certainement, c'est cette émission culte sur la première chaîne des années 80. Et sur Europe 1, ne l'oublions pas. Et sur Europe 1 avec Stéphane Collaro. Alors on retient surtout les fameuses plémettes qui ont ému notre jeunesse. Mais il y avait aussi le Bébé Show. Effectivement, l'ours Barzy était très populaire. Était très populaire parce que c'était très flatteur pour Raymond Barre. C'était la rondeur du personnage qui incarnait une forme de sagesse. Et ce qui était perçu finalement, ces handicaps à Matignon sont devenus ses atouts dans l'opposition. Oui. L'homme n'avait pas changé. Ce qui fait que à la fin de 87, il est donné quasiment, sinon favori, mais enfin il est en tête dans les sondages pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas gagné l'élection de 88? Parce qu'il n'avait pas de parti structuré fort derrière lui. Le seul parti fort qui a vraiment fait sa campagne, c'est le CDS, c'est-à-dire le centre droit, les démocrates chrétiens, avec François Bayrou, qui était un jeune homme pas très connu à l'époque, mais il y avait Pierre Ménury et Dominique Baudis et d'autres personnalités. Bon, ça suffisait pas. Les autres composantes de l'UDF, en particulier le Parti républicain de Léotard, l'ont soutenu comme la corde soutient le pendu. Ils étaient en fait d'accord pour faire la campagne de Chirac. Et puis, c'est pas une bête politique comme Chirac. Une campagne présidentielle, faut la faire. Et on l'a bien vu en 95 entre Balladur et Chirac. Et ce qui a fait la différence, c'est le bonheur de se fondre dans la foule et d'aller parler aux Français moyens. Et ça, Raymond Barre ne l'avait pas. Il a fait néanmoins 16,5% des voix. Chirac 19,9%. Et entre les deux, il y avait 1 million de voix. Et finalement, c'était le scénario idéal pour la réélection de François Mitterrand. Le soir du premier tour, Mitterrand s'est dit c'est plié parce qu'il préférait avoir face à lui Chirac que Raymond Barre, qui était un adversaire beaucoup plus redoutable pour le deuxième tour. Bien entendu, et qui pouvait toucher beaucoup plus son électorat que Jacques Chirac. Raymond Barre, par la suite, devient maire de Lyon. Il était déjà député, il faut dire. Du Rhône, depuis 78. Et il devient maire de Lyon. Un mot sur ce mandat dans la capitale des Gaules? Alors, un mandat
consensuel, avec il a été élu quasiment à l'unanimité à la tête du Grand Lyon, c'est-à-dire la communauté urbaine de Lyon, la Courlie. Il n'a fait qu'un mandat. Je pense que s'il avait eu l'instinct politique et s'il n'avait pas eu une espèce d'élégance vis-à-vis de Francisque Colomb, le maire précédent, et s'il avait été maire de Lyon dès 83, comme il aurait pu l'être, eh bien peut-être qu'il aurait été élu président, parce que maire d'une grande ville, ça vous donne une légitimité énorme lors d'une campagne présidentielle suivante. Ça lui a manqué certainement en 88. Merci beaucoup Guillaume Perrault. Il y aurait encore beaucoup à dire évidemment sur Raymond Barre. Tout le reste, si je puis dire, se trouve dans la biographie historique de Christiane Rimbaud. Raymond Barre, tout simplement, c'est publié chez Perrin. Merci. Merci beaucoup chère Sophie, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau grand portrait et puis à tous nos auditeurs dès lundi au cœur de l'histoire à 14h.